Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Notre étude, inscrite dans une démarche épistémologique pluridisciplinaire, est consacrée à l'analyse des différents fondements historiques, sociopolitiques, idéologiques et stratégiques de l'organisation terroriste État islamique. Le caractère complexe, politique et passionnel de notre objet d'étude nous a mis aussitôt face à un dilemme, à savoir comment réussir à réaliser une lecture pertinente de cet objet d'actualité, sans risquer de convoquer de près notre subjectivité et nos constats instantanés et de tomber dans le piège de la facilité et de la conclusion hâtive. Or, cette interrogation n'a fait que consolider notre conviction quant au vrai rôle du chercheur, et notamment du sémioticien, à savoir, être capable d'explorer et d'affronter tout objet sémiotique et pouvoir sonder sa signification, non pas uniquement dans l'objectif de puiser cette signification et ses modes de production, mais aussi et essentiellement dans le but d'en discuter l'utilité par rapport à un projet plus significatif, vaste et ouvert, celui du savoir. Partons à l'instar d'Aneno, de la conviction que tout savoir n'a de sens dans une vie que s'il est un vouloir savoir, s'il fonde l'activité de l'homme en tant que quête ou en tant que générosité. Tel est notre ultime objectif à travers cette étude sur l'une des organisations les plus dangereuses des temps modernes, à savoir l'État islamique. Connu aussi sous le nom de Daesh, acronyme arabe de Al-Dawla al-Islamiyya fi al-Iraq wa al-Sam, littéralement État islamique en Irak et au Levant, l'organisation compte dans ses rangs des combattants d'environ 60 nationalités différentes. Ancienne branche de l'organisation Al-Qaïda, elle fut créée en 2006 sous le nom des États islamiques d'Irak. Profitant de la révolution syrienne contre le régime de Bachar al-Assad, l'organisation élargit très vite sa base géostratégique pour atteindre le territoire syrien, en déclarant officiellement, en l'année 2014 la naissance d'un État fédérateur de tous les musulmans, le califat en Irak et au Levant dirigé par un certain Ibrahim Ali al-Badri alias Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Khourezi, en titre d'émir des croyants. Cette officialisation très médiatisée a participé massivement à l'internationalisation de l'organisation ainsi qu'à l'élargissement de sa base militante. Une hégémonie de la terreur qui ne se mesure pas uniquement par la prolifération des sites de propagande djihadiste et ceux de recrutement, ni non plus uniquement par l'adhésion des milliers de jeunes au rang de l'organisation ainsi que par leur migration massive vers son État, dit sacré, mais essentiellement par des actes terroristes menés sur le sol de nombreux pays, notamment occidentaux. Les derniers attentats en France et en Belgique en sont les preuves les plus parlantes. La réussite et la fréquence de ces attentats, leur caractère extrêmement violent, ont participé au façonnage de phénomènes Daesh et ont en fait de cette organisation un sujet de réflexion médiatique et politique majeur. Cet engouement médiatique et politique, certes, est une des multiples raisons qui nous a incités à nous consacrer à cette organisation et à en étudier les différentes facettes, mais cette raison est de loin la plus importante. Car ce qui nous a réellement animés dans ce projet, c'est le manque des travaux pluridisciplinaires et notamment sémiotiques sur ce phénomène. Une donnée qui nous a incités à nous attarder sur cette organisation à travers l'analyse d'un de ses discours phares, celui de la déclaration officielle du califat par son cerveau, Abu Bakr al-Baghdadi. Ainsi la question centrale à laquelle nous tenterons de répondre à travers ce travail est la suivante. Quel procédé narratif et énonciatif le chef de l'organisation État islamique convoque-t-il pour valoriser et légitimer son action, et quelles sont les différentes caractéristiques et composantes de cette action? Cette première question nous a amené tout logiquement à formuler plusieurs questions complémentaires à savoir: comment les symboles religieux sont-ils organisés dans l'énoncé discursif et quelle signification découle de cette opération? Le salut et le bonheur sont-ils les seuls objets de valeur générés par ces symboles ou en existe-t-il d'autres? Qu'en est-il de l'État, de l'identité et de leur place dans le façonnage du mythe de l'union sacrée? Autrement dit, comment le mythe Allah et sa parole sont-ils mis à contribution dans la fabrication du mythe profane, le pouvoir politique et institutionnel, et par quelle stratégie énonciative réussit-on à bouleverser les croyances et à faire du meurtre un acte ultime d'héroïsme et de soumission, un acte majeur de félicité et de résurrection? L'interaction entre instances politiques et instances divines contribue-t-elle réellement à la métamorphose du visage sanguinaire de la terreur?
Tant de questions qui s'articulent étroitement avec l'hypothèse suivante. Ce discours inscrit sous la bannière du prêche islamique serait en réalité moins un instrument du culte qu'un instrument d'asservissement et de quête de pouvoir. Autrement dit, le réel objet de valeur ne serait pas l'entité transcendante et son enseignement spirituel, mais les diverses valeurs que cette entité dégage pour permettre aux acteurs de la terreur d'instaurer leur projet politico-djihadiste et de le légitimer, à savoir les valeurs de la sacralité, de l'immortalité et de la force. Ces questions et cette hypothèse, qui s'inscrivent dans le grand paradigme des réflexions générales sur le phénomène terroriste, nous ont incités aussitôt à étudier ce discours sous l'angle d'un projet scientifique plus vaste qui intègre les concepts et les points de vue des différentes disciplines en sciences humaines et sociales, notamment des sciences politiques et de l'anthropologie sociale et culturelle. Raison pour laquelle nous avons opté pour une analyse articulée en 2 grands volets. Un premier volet qui expose les données externes à ce discours de l'autoproclamation du califat, d'ordre idéologique et culturel, et un deuxième volet, le cœur même de notre étude, consacré à l'analyse sémiotique des données internes à ce discours, autrement dit à l'analyse des diverses unités sémantiques, syntaxiques et rhétoriques de ce discours, de leur structure et de leurs multiples relations et fonctions. Ce choix méthodologique découle de 2 raisons majeures. La première est animée par un besoin pragmatique qui vise à octroyer un appui matériel, contextuel et référentiel à cet objet d'étude, et à en donner une image plus concrète et visible de son contenu au lecteur. La deuxième est liée à une exigence critique et scientifique qui vise, à travers une analyse structurale et un appui méthodologique et théorique, à remonter au cœur même de la logique et de la stratégie de cette organisation. Loin d'être incompatibles, ces 2 approches s'avèrent complémentaires et constituent une même et unique approche, à savoir l'approche sémiotique, dont l'ultime finalité est l'étude des pratiques signifiantes et dont la position initiale est celle de la confrontation et de la complémentarité des méthodes. Jean-Marie Floch résume bien ce point de vue global de l'approche sémiotique en ces termes. La position de la sémiotique est celle qui permet une interdisciplinarité réelle et efficace, c'est-à-dire une articulation réfléchie, sur le partage d'un même souci d'explication des démarches et des concepts, entre plusieurs disciplines qui ont chacune leur problématique et par là même leur propre objet. En effet, Jean-Marie Floch a su parfaitement démontrer à travers ses nombreuses réflexions sur les objets culturels, notamment publicitaires, le rôle déterminant du contexte dans la mise en place du texte sémiotique. Pour lui, le contexte social, économique, médiatique de l'objet est constamment mentionné en amont, laissant sous-entendre son importance et sa prise en compte dans toute analyse en aval développée. Cette nécessité de relier contexte macro et approche sémiotique est présente non seulement dans le cadre d'études sémiotiques appliquées, mais aussi dans le cadre d'approches plutôt théoriques. Jacques Fontany fut parmi les premiers sémioticiens structuralistes à avoir discuté clairement la notion d'immanence et de ses limites. Pour lui, cette notion devrait toujours être articulée avec la nature de l'objet étudié. Dans les premières pages de Pratique sémiotique, il revient longuement sur cette notion d'immanence en expliquant qu'une étude pertinente est avant tout une étude qui ne laisse pas hors du texte sémiotique des éléments saillants pour sa compréhension et pour la saisie de sa signification. Une idée qu'il développe à travers l'exemple de son étude sur les inscriptions hiéroglyphiques en Égypte, dans laquelle il explique que, pour comprendre la signification des inscriptions hiéroglyphiques monumentales en Égypte, il ne suffit pas d'en déchiffrer le texte, ni même d'en apprécier la taille et la disposition. Il faut aussi prendre en compte dans la situation les éléments spécifiques d'une communication avec les dieux qui se manifestent en particulier par la hauteur et les proportions des inscriptions. En effet, à l'instar de ces 2 sémioticiens, nous défendons une approche scientifique globale qui pense l'objet sémiotique comme un tout signifiant ne pouvant être construit qu'à la lumière d'une lecture plurielle et interactionnelle. Cette double approche nous a incités à mobiliser plusieurs travaux et supports théoriques. Ainsi, pour étudier le contexte sociopolitique, historique et culturel de notre corpus, nous avons adopté une double démarche explicative et analytique, et nous nous sommes référés aux travaux de plusieurs politologues à l'instar de ceux de Gilles Kepel et à de nombreuses études comparatives d'historiens, à l'image de celles d'Arnaud Blin et d'Ibn Haldun, ainsi qu'à des études anthropologiques à l'instar des travaux de Malek Shebel. Les théories de base nous ont servi d'appui quant à l'étude de la structure sémio-narrative et énonciative de notre objet.
la théorie de la sémiotique narrative telle qu'elle fut élaborée par le Cercle des sémioticiens de l'École de Paris, et plus particulièrement par Alrirdas Julien Grémas et la théorie de l'intertextualité telle qu'elle fut élaborée par Gérard Genette. Nous reviendrons longuement dans le corps de notre analyse sur les outils et concepts de ces deux grandes théories. Mais attardons-nous essentiellement, suite à cette introduction, sur la nature de notre corpus et sur les critères de son choix. Pour vérifier la problématique, nous avons mobilisé le premier discours de la proclamation du califat. 3 critères ont été déterminants dans ce choix, à savoir le critère théorique, méthodologique et thématique. D'un point de vue théorique, le choix du corpus s'est opéré selon l'aspect référentiel. Ainsi, dans un premier temps, nous avons limité notre cadre de recherche au seul support linguistique, et nous avons éliminé de notre terrain de recherche tous les supports iconiques, comme les vidéos de parade des soldats ou de torture, les chants religieux, les images de décapitation, etc. Ce choix s'inscrit dans la logique même de notre réflexion sur les marques signifiantes dans les produits textuels, et plus spécifiquement dans les discours politiques. Ensuite, par souci de cohérence, nous avons centré notre recherche sur les seuls discours énoncés en arabe classique. En effet, il était logique et indispensable, dès lors que nous nous intéressons à une organisation s'identifiant fortement par ses origines arabo-musulmanes, s'exprimant systématiquement en arabe classique et visant l'instauration d'un califat dont la langue officielle est l'arabe, de choisir un corpus rédigé dans cette même langue. En outre, par souci d'expressivité, nous avons voulu nous attarder sur un corpus énoncé dans une langue que nous maîtrisons parfaitement, afin d'y porter un regard plus profond et plus critique, et de mieux y sonder la rhétorique et les différentes représentations que ces termes communiquent. Par ailleurs, étant donné que notre étude est rédigée en français, il était indispensable de fournir la traduction la plus fidèle et la plus proche possible du corpus d'origine. Pour ce faire, nous avons mobilisé plusieurs supports théoriques: dictionnaires, références historiques, ouvrages de grammaire, de conjugaison et de stylistique bilingue et travaux de méthodologie. Cette exigence théorique s'est articulée étroitement avec un deuxième type d'exigence, d'ordre méthodologique. En effet, malgré leur importance quantitative, tous les textes associés de près ou de loin à cette organisation et à ses agissements ne constituent pas forcément des communiqués officiels et crédibles, car nombreux d'entre eux sont anonymes, non contextualisés, très souvent associés à tort à des émirs et à des figures dirigeantes de l'organisation, à l'instar de nombreux messages et commentaires d'amateurs, des simples sympathisants ou des nouvelles recrues. Donc, par souci d'exhaustivité et de rigueur méthodologique, nous avons voulu choisir un corpus qui répond aux critères de lisibilité, de fiabilité et de transparence, et c'est pour cette raison que nous nous sommes attardés sur ce discours de la déclaration du califat, à la fois bien structuré, lisible et authentique. Par ailleurs, étant donné que la notion d'État constitue la pierre angulaire du projet messianique et politique de cette organisation, en témoigne le nom même choisi par cette organisation pour s'identifier, et constitue le corps même de notre objet d'étude, il était judicieux et indispensable de circonscrire notre cadre de recherche au seul discours structuré thématiquement autour de cette notion fondamentale d'État. C'est donc tout naturellement que le discours de la proclamation du califat s'est imposé comme support pertinent et nécessaire à la réalisation de notre étude. En effet, ce discours constitue une étape décisive dans l'histoire de l'organisation. Il marque sa naissance officielle en tant qu'institution et constitue un argument fort de légitimation de son existence et de son autorité. En outre, c'est dans ce discours que l'organisation détaille les contours de son projet politico-militaire. Instaurer un État califal sous l'autorité d'un seul et unique dirigeant, le calife, Abou Bakr al-Baghdadi, un projet auquel devraient adhérer tous les hommes. Pour traiter ce corpus, nous avons opté pour une étude en 3 temps. Dans un premier temps, nous rappellerons l'histoire de cette organisation, les conditions matérielles et structurelles de sa mutation et de son succès, ainsi que l'identité et le parcours de son dirigeant. Ensuite, par souci de rigueur scientifique, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.